très joli ça, c'est très 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 joli, on aime beaucoup. On commence tout de suite par un petit peu de fun. Et alors la maniabilité de ce machin. Ouh là là. Ouh là 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 là. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Quick Shifter. Ducati est une marque qui est relativement connue pour sa radicalité. En règle générale, les machines vendues par le constructeur italien sont parmi les plus sportives qu'on puisse trouver dans le marché. Mais Ducati se préoccupe aussi que leurs clients soient tous satisfaits. Et quand la Street Fighter V4 est sortie, il y en a beaucoup qui se sont dit « c'est trop ». Un roadster avec 208 chevaux, mais qui pourrait contrôler un truc pareil? Eh bien en 2022, Ducati semble avoir trouvé la réponse à cette question en prenant la Panigale V2 et en la transformant en une naked bike. Et aujourd'hui, nous essayons la Ducati Street Fighter V2. Bon, j'ai des petites choses à vous annoncer. Déjà, il commence à faire un peu beau et un peu chaud, donc il se pourrait qu'on change un petit peu de décor et qu'on revienne à notre petite plaine sympathique qu'on avait. J'aimais beaucoup ce côté un petit peu en extérieur, donc peut-être qu'on reviendra à ce genre de format dans le futur proche. Deuxièmement, je sais que le décor n'a pas beaucoup évolué ces derniers temps, mais j'ai déjà prévu quelques petites choses, ne vous inquiétez pas, et on va encore augmenter sur la qualité de cette petite scène qui, ma foi, je l'avoue, je ne suis pas très doué pour les travaux manuels, mais on va essayer de rajouter une petite touche qui pourrait vous plaire. Ensuite, eh bien, nous allons remercier les amis de chez Espace Murit, puisque comme d'habitude, ils nous prêtent des motos très cool. Alors attention, hein, c'est pas parce que les autres copains ne sont pas aussi gentils. C'est juste que Murit, ils ont 4 marques, et forcément, du coup, ça tourne un petit peu plus. Donc encore une fois, Yamaha, KTM, Ducati et Kawasaki, n'hésitez pas à aller les voir à Châtillon. Et en plus de ça, ils ont une petite boutique d'accessoires dont je vais vous faire une vidéo très bientôt pour vous présenter quelques accessoires bien sympas. Et puis, il faut que je vous raconte aussi l'histoire d'un homme. Un homme qui voulait partager sa passion de la façon la plus large possible. Et croyez-le ou pas, cet homme a besoin de vous. Donc, nous allons tous mettre la vidéo en pause. On va tous s'abonner à la chaîne et mettre un petit like, ça ne pourra en faire que du bien et c'est très probablement bon pour votre santé. Et maintenant, on passe à Ducati. En 2018, Ducati a fait un énorme bond en avant et un changement assez important dans son histoire en abandonnant définitivement le bicylindre dans ses motos sportives. Vous le savez, nous avons fait l'essai de la machine qui est sortie à ce moment-là. Il s'agit de la Panigale V4 qui a permis d'ouvrir les portes à une nouvelle ère en termes de puissance et de maniabilité. Et depuis la disparition de la Street Fighter 1098 en 2013, eh bien la marque n'avait plus vraiment de naked bike qui reprenait le moteur de la sportive de l'époque. En 2020, tout ça s'est terminé. Un nouveau monstre s'apprêtait à secouer l'industrie assez violemment, la Ducati Street Fighter V4. Et le concept est débilement simple. Vous prenez une Panigale V4, vous enlevez les carénages, vous mettez un guidon droit, et voilà. La Street Fighter V4, que nous avons aussi eu l'occasion d'essayer sur la chaîne, est une machine assez incroyable, même si moi, je n'aime pas cette moto, je suis désolé, hein, chacun ses goûts, mais comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, un roadster est par définition une machine orientée sur le couple, et la Street Fighter V4 manque cruellement de sensations en dessous de 10 000 tours minute, puisque le moteur de la Panigale V4 n'a pas du tout été modifié lorsqu'il a été mis dans ce nouveau roadster. Je vais même aller plus loin, est-ce que vous savez que le pic de couple maximum de la Street Fighter V4 se trouve encore plus haut que la Panigale? Un comble, il faut croire. Mais enfin, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui c'est celle-là qui nous intéresse. Et ça, en fait, c'est la réponse aux gens qui regardent la Street Fighter V4 et qui auraient un peu peur, ou dirons-nous, seraient prudents. On va dire, ils seraient prudents. Et donc, prendre une sportive, la déshabiller au minimum et lui mettre un guidon droit semble avoir de bons résultats. Donc qu'est-ce que Ducati ils ont fait avec la Street Fighter V2? Ils ont pris la Panigale V2, ils l'ont déshabillée au minimum et ils lui ont mis un guidon droit et c'est parti. L'idée, c'est d'avoir en fait le même concept, une machine très sportive mais à un niveau inférieur pour pouvoir être un petit peu plus utilisable au quotidien. Est-ce que la promesse elle est tenue? Croyez-le ou pas, je vais me faire un plaisir d'aller le vérifier pour vous.
Bon, je suis sûr qu'un petit tour statique de cette superbe Street Fighter V2, ça vous tente. Un modèle 2022 hein, qui vient juste de sortir. Et eh bien, je vous propose qu'on commence par le commencement. C'est que cette moto, elle est absolument magnifique. Elle est à tomber, vraiment. La Street Fighter V4, c'est un des plus beaux roadsters de la production. Et la petite sœur, eh bien, ne sera pas une exception à la règle. Il y a bien évidemment quelques petits compromis parce que la machine est moins chère. Mais sur cette bécane-là, il faut vraiment se donner à fond pour les voir. Et une des choses qui n'est pas présente sur la V2 et qui l'est sur la V4, peut-être parce qu'elle n'en a pas besoin, c'est les petits ailerons que vous pouvez toujours acheter en option. Et ben moi, vous savez quoi, j'aime pas les ailerons sur la V4 et je trouve que là, ça lui donne une ligne beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus agressive, sans avoir des artifices, et ça marche très bien. Regardez un petit peu cette signature lumineuse hein, qui avait déjà fait fureur sur la V4 à l'époque et qui marche vraiment très bien. Ou encore ce superbe monobras dans une position qui est très particulière, qui est transversale, un petit peu comme la Panigale V2, et ça rend très bien. Ou encore eh bien ce feu arrière qui est pour moi le plus beau de la production, hein, sans aucune discussion possible, suivi de très près par celui de la RS V4 et de la Tuono V4. Mais bon, vous savez quoi, les goûts c'est personnel. Ce qui par contre n'est pas personnel du tout, c'est ceci, hein, ce moteur qui est donc eh bien, repris directement de celui de la Panigale V2. On a 153 chevaux, donc on perd 2 chevaux et un tout petit peu eh bien 2 couples, mais on a quand même quelque chose qui est très méchant. Alors malheureusement pour moi en ce qui me concerne, c'est un moteur qui va chercher eh bien, sa puissance très haut dans les tours. Donc on a une machine qui n'a pas le comportement habituel d'un bicylindre, hein. C'est très haut perché, mais bon, ça reste quand même une usine à sensations et je pense qu'on va pas s'ennuyer du tout dans la partie dynamique avec cette petite machine. Comme vous pouvez le voir, la position sur la Street Fighter V2 est assez naturelle, le dos est relativement droit, on n'a pas trop d'appui sur les poignets. C'est une machine que je recommanderais pas pour des conducteurs, des pilotes de moins d'1m70 parce qu'on est à 845 mm du sol, donc on a quand même une selle qui est assez fine, donc on peut quand même bien appuyer ses pieds, mais ça peut être un petit peu dérangeant. Et concernant les jambes, comme vous le voyez, ces dernières sont très remontées, ce qui est fait exprès pour permettre vraiment d'avoir une conduite dynamique et un maniement de la moto qui soit très bon. Donc je trouve que globalement on a quand même un très bon compromis sur cette machine là. Ducati n'a pas non plus fait beaucoup de compromis sur la fourche et sur le freinage, puisqu'ici on est sur un élément 43 mm inversé Showa BPF qui permet d'être réglable dans tous les sens. La machine est freinée par des Brembo M4.32, donc c'est pas les tout derniers étriers de chez Brembo, il y avait les M50 et les Stylema, mais c'est déjà quelque chose de très bien pour vraiment freiner précisément et efficacement votre machine. Et derrière, eh bien, on a d'origine des pneus Pirelli Diablo Rosso 4 qui sont un excellent compromis entre du sport et un confort routier. Et ça va se ressentir, je pense, dans l'essai. Suspension arrière qui est, elle, également réglable et qui est là, peut-être le compromis que Ducati a fait par rapport à la Panigale V2, avec un élément un petit peu plus orienté confort route, histoire d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus supportable au quotidien. Passons maintenant au tableau de bord qui est peut-être l'élément qui me déçoit le plus sur cette machine, hein, puisque c'est le même tableau de bord que la Monster, ce qui n'est pas en soi un problème, mais cette machine ne coûte pas le prix d'une Monster, hein, elle coûte bien plus cher, et quand on pense qu'une bécane qui est proche en termes de prix, la Speed Triple 1200 RS de chez Triumph, a un écran qui rend celle-ci véritablement ridicule à côté, bah je trouve ça un petit peu dommage. On a quand même pas mal d'informations qui sont affichées, bon on n'a toujours pas de jauge à essence, mais moi je vais arrêter de me battre, je pense que Ducati ils n'ont pas compris que c'est pas parce qu'on a un roadster sportif ou une bécane sportive qu'on veut pas savoir où est-ce qu'on en est au niveau de son essence. Ça c'est pas grave, on a quand même pas mal de petites choses qui sont affichées, un écran qui reste lisible. Beaucoup de technologie aussi sur cette Street Fighter V2, hein. On a eh bien un cornering ABS, on a un traction control dans l'angle, on va avoir un anti-wheeling, une régulation du frein moteur, un quick shifter up and down et la possibilité de connecter votre smartphone sur le Ducati Multimedia System pour recevoir vos appels, votre musique. Donc tout ça, ça marche quand même plutôt pas mal et la machine est bien dotée en termes d'électronique. Allez, je vous propose qu'on réveille la bête pour voir ce que c'est. Voilà, donc le son hein, sur une moto Ducati, c'est toujours une des grandes forces de la marque. Et si on tourne un petit peu la poignée, j'ai envie de monter sur ce truc et d'aller la conduire. Et je vous propose qu'on ne tarde pas plus longtemps. On va se retrouver tout de suite sur la partie dynamique. Et allez, on est lancé sur la partie dynamique de l'essai de cette Ducati Street Fighter V2, hein, moto qui vient d'arriver, c'est une nouveauté 2022. On remercie bien évidemment Espace Murit de nous l'avoir prêté, hein. C'est des gens
très gentil et très sympathique. On va bien évidemment commencer par parler de la position de conduite sur cette moto qui est eh bien un peu particulière, assez similaire à celle des autres roadsters sportifs, avec un dos relativement droit, relativement décontracté, pas d'appui sur les poignets, hein, je sens pas vraiment de pression à ce niveau-là. Et par contre, eh bien, les jambes qui sont globalement bien remontées. Moi, vous le savez, je suis assez grand, hein, 1m89 comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le tour statique. Et bien cette machine relève bien les jambes pour avoir une position d'attaque qui est vraiment propre à ce type de bécane. Et en cela, on peut pas dire que Ducati ne tient pas à sa promesse. Concernant la maniabilité de la machine, cette dernière est vraiment exceptionnelle. Après, ça reste une bécane qui est très légère, mais il y a un travail du centre de gravité fait par Ducati qui est extrêmement bon là-dessus. On est à 178 kg, donc je vous en parlerai un peu plus dans la partie route ouverte. Mais qu'est-ce que ça se manie bien, c'est tout léger, c'est tout fin, c'est vraiment hyper agréable. Bon, maintenant concernant l'ergonomie, il y a plusieurs choses dont j'ai envie de parler. La première étant les rétroviseurs. Ces derniers sont magnifiques, hein, ils sont super beaux. Regardez ça, je crois pas qu'il y ait beaucoup de rétroviseurs d'origine qui soient aussi jolis que ceux-là. Mais ils ne sont pas du tout pratiques parce qu'on peut pas vraiment les régler d'une façon qui soit en tout cas utilisable par moi. Vous voyez que là j'ai mes bras qui sont sur le chemin et j'ai aucune façon de faire en sorte que ce soit pas le cas. Je suis obligé de rentrer mes bras pour pouvoir voir ce qui se passe. Alors bon, je suis un petit peu large, mais c'est vrai qu'effectivement à ce niveau-là c'était un petit peu embêtant. Concernant les leviers de frein et d'embrayage, alors le frein très bien, précis, dosable, il n'y a aucun souci. L'embrayage et le passage des rapports, par contre, ça c'est une vraie catastrophe sur cette moto. C'est très dur, c'est très rustique. Le quick shifter c'est encore pire, on le sent quasiment pas en fait quand vous passez les vitesses avec le quick shifter. C'est vraiment ça manque de précision, il y a quelque chose qui est vraiment gênant à ce niveau-là, et pour le coup, c'est pas vraiment l'aspect de la moto que j'aime le plus. Concernant les Komodo, je vous en ai parlé tout à l'heure dans le tour statique, mais moi je sais pas, c'est pas cheap, mais il y a quelque chose qui me gêne dans ces Komodo, il y a un truc que j'aime pas là-dedans, et ces petits boutons comme ça, je sais pas, je m'attendrais pas à ça d'une machine à 17 000 €, il y a quelque chose qui me gêne dans ces Komodo-là. Après, bon, on apprend rapidement à s'en servir, hein, ils sont relativement faciles, même s'il faut comprendre l'astuce de laisser appuyer le bouton mode pour passer de la sélection d'une gamme d'informations à une autre. Mais bon, ça va, une fois qu'on sait faire, on sait faire, c'est pas un grand souci à ce niveau-là. L'écran c'est pareil, je vous en ai parlé, je trouve que pour une machine à ce prix là on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus techno, d'un acabit un peu meilleur, mais les informations sont lisibles, elles sont claires, tout est bien agencé, donc à ce niveau là ça marche bien, même si je garde mon petit bémol concernant le type d'écran utilisé par rapport à la machine. Concernant la chauffe du moteur, moi j'ai l'impression que chez Ducati il y a une marotte, ils se sont dit on va faire toutes nos motos qui chauffent exagérément, et la Street Fighter V2 n'y échappe pas. Alors bien évidemment il fait moins froid qu'avant, aujourd'hui on arrive sur des températures qui sont un petit peu plus agréables, mais néanmoins cette bécane chauffe exagérément, et dès que vous restez 15-20 minutes en ville, vous allez avoir les cuisses qui commencent à chauffer, mais quelque chose de dingue. Donc encore une fois, hein, cette bécane là sera pas la compagne la plus agréable à utiliser dès lors que vous allez arriver à l'été ou que vous roulez un peu en ville, c'est clair et net. Concernant la consommation, c'est assez difficile de se prononcer sur cette machine parce que cette dernière en fait est en plein rodage, hein, elle a à peine 200 km, donc c'est difficile de pouvoir se prononcer de façon définitive, d'autant que les chiffres indiqués me paraissent vachement élevés, hein. On est sur du 7 litres au 100 pour une bécane qui a 959 cm3 dans un bicylindre avec 153 chevaux. En comparaison, la Super Duke 1290 fait 1300 cm3, 180 chevaux et me donne un 6 litres 6 au 100. Après, encore une fois, c'est une machine qui est en plein rodage, donc à mon avis, ces valeurs descendront par la suite et ce sera quand même un petit peu plus raisonnable que ça. Finalement, eh bien, la conduite en duo, la Street Fighter V2 n'est définitivement pas la bonne machine pour ça. Mais ça, bon, je pense que vous vous en doutiez, ma passagère habituelle, c'est un peu plein de la machine, alors que elle a eu l'habitude de rouler sur la Tuono Factory, mais la selle est glissante, hein, on se sent pas vraiment en sécurité dessus, elle tombait un peu vers moi, les jambes sont très repliées, à tel point qu'elle avait mal aux genoux sans même avoir des courbes, hein, c'était quelque chose qui la dérangeait. Donc vraiment, pour le coup, ce genre de machine, c'est vraiment pour du dépannage. Il y a certains roadsters qui s'en sortent mieux que d'autres, et là ici la Street Fighter V2 ne sera pas la plus indiquée pour ce type d'utilisation. Et voilà, donc globalement on arrive à la fin de cette petite première partie ville. Est-ce que la Street Fighter V2 s'y sent à l'aise? Non, bien évidemment que non, c'est pas un véhicule qui est fait pour ça. On peut l'y emmener, elle a une légèreté, une maniabilité qui rendent ça tout à fait utilisable, mais ce qu'on veut c'est rapidement s'extraire de la ville pour voir ce qu'elle a dans le ventre, et ça on va le voir tout de suite. Et allez,
on est lancé sur la partie dynamique, essai route ouverte de cette Street Fighter V2. On commence tout de suite par un petit peu de fun. Et ce V2, ce moteur, ce twin, il est vraiment pas mal. Alors bon, il est perché haut dans les tours, hein. Ça, il n'y a pas de secret. Donc moi, je suis pas fan de ce genre d'architecture, tout du moins pas pour une moto que j'utiliserai tous les jours, mais pour un petit jouet de temps en temps, je vous avoue que c'est pas si mal. On est quand même sur une bécane qui, du coup, en fait, en termes de puissance, est assez étonnante au niveau de ses chiffres, puisqu'elle a quasiment 40 chevaux de plus qu'une KTM Duke 890R, alors qu'elles n'ont que 60 cm3 de différence. Salut à toi ami motard, abonne-toi à la chaîne si tu regardes la vidéo. Donc en fait, cette puissance, on va la chercher que d'une seule façon, dans les tours. Donc forcément, cette machine, elle va avoir sa puissance perchée très très haut, et il faut vraiment aller la cravacher. Et là, arrivé à 8000, on commence à vraiment sentir que ça s'envole, ça s'emballe. Et elle révèle du coup sa filiation, hein, finalement, avec la Panigale V2. C'est vraiment à ce moment-là qu'on sent que ces deux bécanes sont cousines ou sœurs, hein, on peut le dire. Donc voilà. Après, par contre, effectivement, ça reste quelque chose de plaisant pour ceux qui veulent aller chercher les derniers tours minutes et sentir toute la rage et la fougue d'un moteur à ce moment-là. Il y a ce côté extrêmement racing qui est très agréable sur cette machine. Très joli ça, c'est très 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 joli, hein. On aime beaucoup. Et alors la maniabilité de ce machin, c'est n'importe quoi. On est dans la vallée de Chevreuse et moi je suis désolé, je suis pas un pilote pro, donc je vais pas non plus prendre des courbes à des vitesses inavouables, d'autant plus que bon, ça sert à rien. Mais la maniabilité de la V2, c'est incroyable. Ça se place tout seul, c'est tellement facile. Bon, en même temps la moto pèse tellement rien, mais waouh, le châssis est d'une précision. Et pourtant les suspensions gomment bien les aspérités de la route, je trouve. Mais j'ai pas du tout le même rythme que j'avais avec la GS. Alors je sais, vous m'avez dit que elle est très très agile. Peut-être que je m'en suis mal servi, mais là, on sent une confiance, c'est incroyable. Ça s'emmène tellement bien, tellement facilement. Oh là 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 là. Ça se place comme si de rien n'était. Elle suit votre regard, elle suit votre volonté, elle vous emmène là où vous voulez. Bonjour à toi, ami cycliste. Et là, par contre, vous voyez, il n'y a rien en troisième. Il faut vraiment aller la cravacher, la réveiller. Et là, à 8000, ça guidonne. Là, à 8000, ça se réveille. Donc, vraiment, il y a un mode d'emploi, hein. C'est une moto à mode d'emploi. C'est pas forcément dérangeant, mais il faut le savoir, il faut le comprendre. Et concernant, le freinage de cette machine, écoutez. Ouh là là. Oh là 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 là. Non, c'est très très bien. Les M4.32 Brembo suffisent parfaitement. La machine est légère de toute façon. On a de la précision, on a du mordant. C'est vraiment... Ah non, c'est super fin, vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. Pas de course morte. Peut-être que c'est ma machine d'essai qui va bien. Allez, ça c'est une petite pique pour vous taquiner, vous le savez, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne. Ah non, c'est bien. Et puis alors, le petit rétrogradage. Ah, j'ai pas eu le droit à mes retours à l'échappement. Elle en fait un petit peu. Bon, elle a pas beaucoup de bornes celle-là, hein, donc forcément elle est pas encore libérée, délivrée. Et les suspensions font un boulot assez fou en fait. Elles sont un bon compromis entre une bonne absorption au niveau du toucher de route et puis un bon comportement. Ça c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien avec cette machine là. Donc franchement pour le coup chapeau à Ducati, parce que le châssis global et la suspension, le freinage de la machine sont vraiment hyper satisfaisants. J'en dirais pas autant pour le moteur à un niveau personnel, mais par contre pour celui qui veut quelque chose de sportif, oui, ça marche extrêmement bien. Dès qu'on arrive un petit peu dans les tours, la machine se réveille et là c'est l'éruption volcanique. C'est pas ce dont on a l'habitude sur un twin, hein, bien évidemment. Un moteur bicylindre, on est plutôt en droit de s'attendre à quelque chose de plutôt bas en termes de couple, mais ça marche quand même très très bien. Eh bien voilà, écoutez, on arrive à la conclusion de cette partie dynamique et je trouve que cette machine, bon, elle a quand même des belles qualités, elle a quand même des choses qui lui sont tout à fait propres et qui en font son charme. Je suis pas un fan absolu effectivement du comportement du moteur, mais on peut pas nier que c'est une réussite sur ce qu'ils ont fait avec cette bécane là. Allez, on arrive à la fin de cette partie dynamique, je vous retrouve dans quelques instants pour la conclusion de la vidéo.
Ducati ont vraiment réussi leur pari avec cette machine. Elle est vraiment assez extraordinaire, mais il y a quand même un ou deux petits trucs qui me dérangent, et je vais vous en parler dans la conclusion de la vidéo. Mais avant, c'est l'heure de la concurrence. Et je suis embêté parce que cette machine, elle est un peu dans une catégorie totalement à part en fait. Donc je vais essayer de la comparer à des bécanes qui sont soit proches en termes de puissance ou en termes de prix. Et la première qui me vient en tête, c'est l'allemande, la BMW S1000R. Dans cette nouvelle version 2022, ce méchant roadster revendique 165 chevaux et 113 Nm de couple, et cette moto, je l'ai essayée. Oui, les roadsters sur cette chaîne, on en essaye beaucoup, et j'aime pas cette moto. Vous le savez, le comportement du 4 en ligne est pour moi trop perché dans les tours, et pour le coup, ça m'embête un peu. Mais néanmoins, ça reste une bécane vraiment très solide, avec énormément de technologie, et un écran, oh mon dieu, cet écran. Elle commence à un prix inférieur à la Street Fighter V2, mais avec les options, vous connaissez ces BMW, elle finit quand même sensiblement plus haut, à vous de voir. Ensuite, on va aller voir nos amis anglais de chez Triumph avec la Speed Triple 1200 RS, et celle-là, je l'adore. Tellement de puissance et de couple dans ce 3 cylindres en ligne qui délivre plus de 180 chevaux, une technologie qui est très bonne avec un écran qui rivalise quand même pas mal avec celui de la BMW, et une finition que seul Triumph est capable de réaliser. Et oui, je le dis sans aucun problème en ayant une Ducati devant moi, hein. Croyez-moi, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Elle est un petit peu plus chère que la Ducati, mais pas tant que ça, et elle est très sincèrement un cran au-dessus de l'italienne sur tous les aspects. Finalement, on va terminer avec la toute nouvelle Yamaha MT-10 2022. Alors celle-là, j'ai pas encore eu la chance de l'essayer, mais les choses s'annoncent plutôt bien. Enfin, pas le look de la moto, hein. Moi je peux toujours pas, hein. Cette esthétique c'est particulier, mais néanmoins, ce moteur 4 cylindres à calage crossplane, non content d'avoir le comportement et le son d'un V4, revendique désormais 166 chevaux, pas mal de couple, une technologie que personne ne peut mettre de côté, et un prix très bien placé. Elle coûte 2000 € de moins que la Street Fighter. Certes, c'est une machine qui ne sera pas aussi bien finie que l'italienne, et elle sera quand même un petit peu plus lourde, donc il faut croire quand même que la perfection n'est pas de ce monde. On arrive à la fin de cet essai, et est-ce que je dirais que la Street Fighter V2 est une très bonne moto? Oui, définitivement. C'est une bécane absolument magnifique, avec un moteur très punchy, même si je ne suis pas personnellement la cible de ce genre de comportement très haut placé dans les tours, énormément de technologie et une maniabilité vraiment extraordinaire. Mais est-ce que je dirais aussi que la Street Fighter coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est? Oui, définitivement. Cette machine manque de puissance, de finition, d'un écran et de certaines fonctionnalités pour pouvoir être capable de revendiquer ce type de prix, surtout quand on prend en compte le fait que des machines comme la S1000R ou la MT-10, qui sont plus puissantes, ont plus de technologie et coûtent moins cher, ou que la Speed Triple, qui est légèrement plus chère, mais qui est vraiment au-dessus de la Street sur tous les aspects, existe. Mais je sais qu'il y a des choses qui sont irrationnelles. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de claquer plus de 20 000 € dans une Street Fighter V4, mais que vous êtes tombé amoureux du design ou de la philosophie de cette nouvelle gamme chez Ducati, la Street Fighter V2 vous tend les bras. Cette vidéo de Quick Shifter est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. La semaine prochaine, ah là là, la semaine prochaine l'essai, vous êtes pas prêts, mais alors pas prêts du tout. Je ne vous en dis pas plus, mais je pense clairement, en tout cas pour moi, que ça va être le plus gros essai que je n'ai jamais fait sur cette chaîne. Donc restez bien à l'écoute. En attendant, portez-vous bien, kiffez vos motos. Ciao!